Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Eric. Bonjour Grégory. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous rappeler ce que c'est que le groupe Pierre Fabre? Alors c'est un groupe pharmaceutique et dermocosmétique qui emploie à peu près 10 000 personnes. Les 2 tiers sont en France, essentiellement pour la production, la recherche-développement et puis le business qui est fait dans ce pays. L'intégralité de notre production est faite depuis la France et nous exportons en fait 70% de cette production vers une centaine de pays, dont 44 filiales. Voilà, dans ces deux univers que sont le médicament et la dermocosmétique. C'est un groupe qui fête cette année ses 60 ans. Il a été créé le 30 mai 1962. Ah, donc on est quasiment à l'anniversaire. On est à l'anniversaire. Tu peux citer quelques marques? Je peux citer Chlorane, je peux citer Aven, Ducray, René Furterer, Elgidium, mais aussi Nicopatch, Nicopass, Permixon. Voilà, donc des marques médicaments et dermocosmétiques. Et c'est quel chiffre d'affaires à l'année? 2,5 milliards. 2,5 milliards. Il y a une des spécificités du groupe Pierre Fabre que moi je trouve hyper intéressante, qui n'est pas très connue finalement, qui est qu'à l'origine, Monsieur Fabre a fait dépendre l'entreprise d'une fondation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Parce que c'est pas commun finalement. Alors c'est assez rare puisque c'est la seule entreprise effectivement en France dont le capital soit détenu dans ses proportions par une fondation reconnue d'utilité publique. La fondation Pierre Fabre en fait est actionnaire du groupe Pierre Fabre à hauteur de 86%. Monsieur Fabre l'a décidé au début des années 2000. Ça a pris un certain nombre d'années puisqu'il a même fallu qu'il obtienne une modification de la loi française pour que ce soit possible, ce qu'il a obtenu en 2004. Et lorsqu'il est décédé en 2013, en fait, bien l'entreprise s'est trouvée avoir comme actionnaire majoritaire donc cette fondation qui agit dans les pays du Sud, en Afrique et en Asie du Sud-Est, essentiellement pour sécuriser l'approvisionnement en médicaments dans ces pays, mais aussi sur certains volets thérapeutiques, comme par exemple la drépanocytose, donc pour aider à la découverte de médicaments dans la drépanocytose, dans la e-santé, parce que par exemple, quand on regarde l'Afrique, il n'y a qu'un seul anapathologiste en dermatologie qui soit capable de faire des tests, des études sur l'intégralité de l'Afrique de l'Ouest. Un seul pour une vingtaine de pays. Donc il y a la e-santé, c'est une des solutions. Elle lutte aussi contre le rejet des albinos dans certaines parties de l'Afrique. Enfin, donc c'est une fondation qui a vraiment des objectifs humanitaires. Et donc quand on m'interroge souvent sur la différence entre être un mécène d'une fondation ou avoir à son capital une fondation en communauté publique, ben la différence c'est que à la fin de l'année, quand le groupe Pierre Fabre décide de distribuer des dividendes, il est forcé par la loi de distribuer 86% de ses dividendes, 86 € sur 100 €, à cette fondation reconnue d'utilité publique. Alors que quand on fait du mécénat, on décide au fil de l'année à qui on va donner, si on veut donner ou pas donner. Voilà. Et puis souvent, c'est d'abord les actionnaires et puis ensuite le mécénat. Voilà. Et nos deuxièmes actionnaires après cette fondation, ce sont les salariés de l'entreprise qui détiennent 8,5% du capital. D'accord. C'est quoi l'impact en termes de leadership, vraiment, de dépendre d'une fondation? Parce que c'est quand même vraiment, enfin, c'est tellement pas commun, et ça devrait être tellement plus commun d'ailleurs, parce que la loi existe maintenant, donc c'est possible de le faire. Alors, c'est une forme très moderne de capitalisme, parce qu'en fait, on parle beaucoup des entreprises à mission, mais une entreprise qui a cette structure de capital, par définition, elle a une mission qui s'impose à elle, qui est cette mission d'apporter de quoi nourrir les programmes de la fondation. Une fondation, ça s'engage généralement sur des programmes de 3 à 5 ans, parce qu'il faut donner une visibilité aux États ou aux autres organisations avec lesquelles on travaille, et donc ça engage l'entreprise, y compris dans sa profitabilité, puisque par définition, si elle n'est pas profitable, la fondation ne pourra pas délivrer ses actions. Donc c'est un engagement assez fort, qui est très bien perçu, je crois, par les jeunes générations au travail, et qui cherchent du sens, peut-être un peu différemment des générations plus anciennes, et donc qui considèrent à travers ça que ça leur donne du sens, puisqu'ils savent à quoi sert leur travail, si j'ose dire. Leur travail sert à développer des marques, à développer des produits, mais in fine, il sert surtout à, si j'employais la formule qu'employait M. Fabre, rendre un peu de ce que l'on a reçu. Et c'est comme ça que Pierre Fabre le situait d'ailleurs, puisque lui disait qu'il avait beaucoup reçu dans sa vie et qu'il avait considéré qu'il devait rendre à l'humanité une partie de ce qu'il avait reçu, d'où la raison de la création de cette fondation. Et est-ce que ça a des impacts sur les décisions managériales, c'est-à-dire les décisions de business? Parce qu'il y a sans doute des
des choses qui vont s'opposer enfin, qui pourraient potentiellement s'opposer au travail de la Fondation, non? Alors, il est exact, je pense que ça donne une conscience un peu différente. Parce que, d'abord, les pays dans lesquels agit la Fondation sont des pays sensibles, pour la plupart. Et donc, on a une considération, j'allais dire, vis-à-vis de la sensibilité de ces pays qui est peut-être différente que dans d'autres univers. Deuxième, on porte le même nom. Groupe Pierre Fabre, Fondation Pierre Fabre. Donc on a une alliance, j'allais dire, d'images. C'est-à-dire que à la fois tout est bien séparé sur le plan du business et sur le plan des actions. Personnellement, je ne suis pas au courant au quotidien des actions de la Fondation, ce qui est parfaitement logique. Et la Fondation n'intervient absolument pas dans le management de l'entreprise. Mais en revanche, cette communauté de noms, évidemment, nous oblige. Donc ça amène à une conscience qui fait que probablement nous devons regarder un certain nombre de choses de façon différente. Je pense en particulier à un sujet qui est souvent assez épineux, notamment dans la pharmacie, c'est le prix des médicaments ou c'est l'accès aux médicaments. Donc quand on a comme actionnaire une fondation reconnue d'utilité publique, évidemment, on ne peut pas se mettre de frontières. Voilà, donc c'est probablement, et d'ailleurs ce mot de frontière, je pense, est important parce qu'il symbolise beaucoup de ce que font les associations humanitaires ou les fondations humanitaires, pas simplement la Fondation Pierre Fabre. Et donc, il faut qu'on n'ait pas de frontières. On doit servir au mieux tout le monde. Et d'ailleurs, une des discussions qu'on a eues, c'est que vous refusez de faire du business aux États-Unis. En particulier parce que, d'ailleurs tu vas l'expliquer, tu vas l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais pourquoi vous refusez? Parce qu'en fait, il y a le renoncement, pour moi, c'est un concept assez nouveau finalement en termes de business, parce que le capitalisme suppose de maximiser les profits, et c'est pas ce que vous faites. J'aimerais bien comprendre. Alors, plus précisément, nous faisons du business aux États-Unis, notamment dans le domaine dermocosmétique. Sur la partie du médicament, nous sommes effectivement un peu plus regardants, j'allais dire, par rapport à ce qu'on peut faire, parce que le prix des médicaments aux États-Unis étant ce qu'il est, les Français le savent souvent peu, mais en fait, il est 3 fois le prix d'un médicament en France. Nous estimons qu'à un moment, il y a un rapport qu'on doit trouver entre le coût réel des choses et le prix qu'on leur donne. Et d'une certaine façon, là, on est un peu dans l'excès, j'allais dire, quant au prix qui peut être donné, même si on amortit sa recherche et développement, etc. Donc pour cette raison, nous ne souhaitons pas effectivement rentrer dans un système, pour certains types de médicaments, qui nous semble un peu disproportionné par rapport à ce que l'on peut avoir comme éthique de façon générale. Donc c'est pas un jugement de valeur, c'est juste de considérer que bien les Européens, d'ailleurs comme les Chinois et une partie du reste du monde, j'allais dire, mais les pays d'Afrique, le Maghreb, les pays du Nord, etc., fonctionnent différemment du système américain et que ces systèmes-là nous semblent plus conforme à la philosophie de l'entreprise. Ça ne nous interdit pas d'opérer aux États-Unis, mais ça nous amène à le faire peut-être différemment que d'autres compagnies. La question du renoncement, effectivement, elle est importante, parce que, en fait, je pense que toute entreprise, j'ai employé le mot de conscience, j'aurais pu parler de raison d'être. En fait, les deux sont deux concepts, je pense, importants. Une entreprise, c'est pas in abstracto, quelque chose, c'est pas un véhicule commun, une entreprise n'en ressemble pas à une autre. Et puis ensuite, je pense qu'elle embarque ce qu'on appelle des valeurs, mais si on veut véritablement que ces valeurs existent, notamment aux yeux des patients, des consommateurs, de ce qu'on appelle les contreparties, eh bien, il faut dans ce cas-là qu'elles soient réelles. Et il faut les incarner, y compris dans certaines décisions business. C'est hyper intéressant, je trouve, parce que c'est extrêmement... Enfin, on a encore beaucoup, on va dire, de leaders de boîtes, pardon, de leaders de boîtes qui parlent évidemment de la responsabilité des entreprises à mission, etc. Mais souvent, ils externalisent, ils vont donner de l'argent à des fondations, et ils n'ont pas cette logique... une vision assez moderne, finalement, ce que Pierre Fabre avait fait et ce que toi tu défends, très moderne du capitalisme, c'est-à-dire où je redistribue, où je suis dans le renoncement à certains moments. Enfin, ça vient de la personnalité de Monsieur Fabre. Ça vient complètement de sa personnalité, c'est-à-dire que il avait vraiment cette conscience que je vais me permettre de qualifier de chrétienne, mais parce que je crois que philosophiquement c'est dans ce créneau-là qu'on doit la situer, hein, qui était effectivement d'une sorte de générosité. On aura employé dans la philosophie chrétienne même le mot de charité, hein, qui est
plus trop employé aujourd'hui, mais qui veut dire beaucoup de choses. Enfin, il est souvent employé en latin, caritas, mais je veux dire, la charité, c'est très très important dans la philosophie, dans les philosophies chrétiennes. Et donc, il le concevait véritablement comme ça. Je crois qu'il y a un autre mot qui doit y être associé, c'est celui de respect. Parce que, en fait, c'est d'une certaine façon respectueux de l'humanité, de façon générale. Et il y a une collaboratrice de l'entreprise qui nous rappelle souvent, qui s'occupe de ce qu'on appelle la Green Mission, donc la partie naturalisation dont on parlera peut-être, hein, le bio, etc. Et en fait, qui nous dit, il faut jamais distinguer l'homme et la nature, l'homme est dans la nature. Et je pense que c'est très important de le rappeler aussi. Donc cette humanité, c'est la nature et l'homme dans la nature. Et en fait, je pense que c'est ça, ce qui symbolise ce que M. Fabre voulait dire et faire, c'était ce respect. Voilà. Pour toi, c'est quoi un bon leader d'entreprise? Alors, un leader, c'est pour moi quelqu'un qui a la capacité d'entraîner. Donc, entraîner, il y a plusieurs dimensions dans le fait d'être capable d'entraîner. Il y a d'abord de déployer ou d'expliciter une vision. Parce que je crois qu'on ne peut pas amener les gens, en fait, si on n'est pas capable de leur dire où on veut aller. La deuxième dimension, c'est la dimension de formation. Parce que, en fait, là aussi, je pense que si on veut... L'idée, c'est toujours quand même d'être dans le progrès. Donc, si on veut progresser, il faut qu'on se forme. Je dis volontairement, le leader compris. Il n'y a pas des gens qui échappent à ça. Donc, il y a cet esprit de formation. Et puis, la troisième dimension, c'est l'écoute, parce que c'est de l'écoute que naît l'adaptation. Et en fait, je pense que le bon leader, c'est aussi quelqu'un qui est capable de s'adapter aux circonstances et à la réaction de son corps humain. Parce que quand je dis son corps humain, c'est pas le sien, c'est ce qui l'entraîne, le corps social qui l'entraîne. Parce qu'en fait, je pense qu'on n'est jamais sur des trajectoires linéaires. Et donc, on voit bien de la période dont on sort, avec les confinements, etc. Personne n'avait anticipé ça. Et donc, en fait, il faut qu'on soit capable aussi de s'adapter. On ne peut le faire que si on écoute. Comment chez Pierre Fabre, comment ça fonctionne les systèmes décisionnels? Est-ce que c'est un système un peu très pyramidal où finalement c'est toi qui sièges et puis tu dis bah voilà on va faire ci, on va faire ça avec finalement je suis le CEO donc je décide ou comment ça fonctionne? Alors je crois que beaucoup d'entreprises sont héritières d'un système hiérarchique et pyramidal et nous n'y échappons pas. Néanmoins, je pense que c'est une vision assez dépassée du monde du travail aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs dimensions derrière ce que je veux dire. Je pense que la plus importante, pourquoi aujourd'hui c'est dépassé? Parce qu'en fait, les problématiques auxquelles on fait face, je vais donner un exemple concret, hein, je pense sont tellement complexes que nul ne peut penser avoir la solution tout seul. Et donc ça oblige à réfléchir à plusieurs. Et donc, si on réfléchit à plusieurs, et si on applique le respect, ça veut dire qu'on va aussi décider à plusieurs. Hein, même si à la fin, il y a un chef qui décide, mais à un moment, il faut quand même, et là aussi, écouter, c'est ce que je disais tout à l'heure, et donc on va le faire. Pourquoi je dis un exemple? Parce que quand on voit, par exemple, pour les biens de grande consommation, l'arrivée de la digitalisation, ce qu'on appelle l'omnicanalité, aujourd'hui fait que c'est beaucoup plus difficile qu'hier de choisir quelle est la bonne cible, où on veut être présent. Hier, si on prend, par exemple, une entreprise comme Pierre Fabre, il n'y avait qu'un seul secteur de distribution, c'était la pharmacie et la parapharmacie. Aujourd'hui, ces secteurs de distribution se sont ouverts. Les pharmaciens font eux-mêmes du digital. Il y a d'autres boutiques qui sont ouvertes. Certaines grandes chaînes de grands magasins se sont mis à des secteurs aussi où il y a de la dermocosmétique. Donc, tout ça, c'est beaucoup ouvert. Donc, en fait, on doit être beaucoup plus inclusif par rapport à une dimension qui est de réflexion qui est plus importante. Après, il y a une dimension internationale qui joue aussi. Et là, qui joue beaucoup sur la culture également. Donc, qu'on ne peut pas ignorer quand on fait 70% de son chiffre hors de France. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, du coup, en t'appuyant sur ce collège de personnes, de prendre des décisions qui allaient contre tes propres convictions? C'est-à-dire, en fait, le collège te dit, finalement, c'est la voie A, admettons, et que toi, tu avais en tête la voie B. Est-ce que tu as déjà pris des décisions qui allaient contre ton sentiment, ton intuition, entre guillemets, de leader? Alors, tu as posé deux dimensions, l'intuition ou la conviction. Ouais. Alors, sur l'intuition, oui.
J'ai un exemple très précis en tête, par exemple sur une limitation que je voulais mettre sur un certain type d'activité économique, et en fait, eh bien, on m'a démontré, de façon brillante et tout à fait pertinente, qu'en fait, non, il fallait pas mettre de limitation. Et sur les intuitions, aussi une dimension par rapport aux personnes. Donc, il m'est arrivé là de très nombreuses fois où, en fait, je n'étais pas forcément d'accord sur des choix de candidats ou des choix de personnes pour des nominations, et où le comité de direction m'a fait valoir un autre choix que j'ai respecté puisque j'étais entre guillemets minoritaire, même si on vote pas formellement. Bon, voilà. Et donc après la vie continue, hein, donc j'oublie ça, mais effectivement ça m'est arrivé de très nombreuses fois dans les 4 dernières années. C'est quoi la place de l'échec? Parce qu'en fait, l'échec, c'est quelque chose qui est important quand on gère une entreprise, parce que s'il y a de l'échec, ça veut dire que potentiellement il y a de la réussite aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais vraiment de réussite sans échec. Ou en tout cas, il n'y a jamais d'avancée sans échec. Comment tu peux t'assurer que tu donnes de la place à l'échec dans l'entreprise? Alors, une année sans échec est une année ratée, parce qu'en fait, je pense que effectivement, on a besoin de l'échec pour se construire. Comment je m'assure qu'il y ait la place à l'échec? Je pense que c'est encore un gros défi. Hein. C'est-à-dire que dans la culture, et là je me permets de parler de culture française, la culture française, entre guillemets, ne connaît pas l'échec ou n'accepte pas l'échec. Et je pense que, d'ailleurs, j'allais dire presque, il y a une expression qui existe en anglais qui n'existe pas en français. Quand on parle de test and learn, je veux dire, en français, personne n'emploie une expression similaire, quelle qu'elle soit, pour dire qu'on va essayer et que de cet échec ou de cette réussite, on va apprendre quelque chose. Mais c'est aujourd'hui absolument fondamental, puisqu'il n'y a que ça qui construit. Alors comment est-ce qu'on peut s'en assurer? Je pense que d'abord on peut s'en assurer au niveau managérial, c'est-à-dire en assumant la nomination de certaines personnes à des postes de responsabilité dont on estime qu'ils ne cochent pas toutes les cases. Mais aujourd'hui, qui peut prétendre, même un directeur général, qui peut prétendre cocher toutes les cases? Je pense personne. Donc en fait, il faut accepter à un moment qu'il y a une prise d'échec, puis qu'on est là pour accompagner la personne, et puis si ça ne marche pas, pour en tirer aussi les conclusions. Mais il faut laisser cette capacité. Deuxièmement, en développant, ce que nous avons fait chez Pierre Fabre, des missions courtes. Donc on propose, sur toute l'année, entre 50 et 100 suivant les années, missions qui permettent à un collaborateur de dire, bien moi je suis commercial, et en fait ce que je voudrais faire maintenant c'est de l'analyse de la data, par exemple, eh bien je vais prendre une position pour 6 mois d'analyse de la data, et puis je vais voir si ça me plaît ou si ça me plaît pas, si ça marche pas, si j'ai besoin de formation additionnelle, si je retourne à mon poste de commercial, etc. Donc comment je me sens par rapport à ça. Ça c'est super important, ça a donné une énergie énorme à l'entreprise, en plus on l'a développé aussi à l'étranger. Donc pour ceux qui n'ont pas de charge de famille à ce moment-là, ou n'ont pas de contraintes, j'allais dire, géographiques, de pouvoir partir comme ça à l'étranger, s'essayer sur un job à l'international. Et donc ça c'est très important, et on assume collectivement, je ne vais pas employer le mot d'échec, mais le fait que c'était peut-être pas le bon choix. Et si la personne n'est pas en succès, mais qu'elle l'était sur son ancien poste, elle retourne sur son ancien poste. Et ça, je pense que c'est très très important. Puis il y a une troisième dimension, c'est d'essayer en fait d'accompagner les collaborateurs de façon beaucoup plus régulière. Je dis pas étroite, parce que je pense que, au contraire, aujourd'hui, il faut déléguer, beaucoup déléguer. Donc, il faut surtout pas être dans l'étroitesse du management ou ce qu'on appelle le micromanagement. Mais en revanche, il faut avoir des points d'étape qui soient beaucoup plus réguliers. Par exemple, ne pas avoir qu'un entretien annuel, mais avoir un entretien de mi-année qui permet de rappeler les objectifs, mais aussi de voir où en est la personne. Un an, c'est très long. Dans le temps d'aujourd'hui, un an, c'est très long. Et si on attend un an pour voir si quelqu'un a réussi ou pas, ou s'il a eu des difficultés ou pas, ça ne marche pas. Et il faut adapter ça, en fait, à chaque métier. Peut-être que pour un cadre, une fois tous les 6 mois, c'est assez. Peut-être que pour... Je vais donner un exemple précis là aussi, des chaînes de production qui sont embarquées dans un processus de transformation, il va falloir peut-être le faire une fois par mois. Mais il faut se faire cet effort-là, pas besoin de le formaliser par écrit, mais juste pour savoir comment la personne se sent et comment on peut l'accompagner dans son évolution. Quand par exemple on déploie SAP ou on va dire un ERP général, ce qu'on est en train de faire chez Pierre Fabre, eh bien il faut énormément accompagner tout le monde dans l'entreprise. Et cette dimension-là d'accompagnement, je pense qu'elle est clé aussi pour pratiquer ce test and learn. Je ne trouve pas d'expression en français. Non, mais effectivement. Une question qui m'est hyper chère, c'est la question du soin. On sait
que les gens vont pas très bien parce que justement on est dans une période de profonde incertitude. Il y a un certain nombre de personnes qui parlent de pandémie de santé mentale. Donc le soin aux salariés, prendre soin des salariés, ça devient ça devient une réalité. Ça a toujours été une réalité en fait, hein. Mais c'est vraiment en train de bouger. Comment chez Pierre Fabre vous prenez soin des salariés? Comment vous vous en sortez? Alors je pense on a d'abord de façon générale, hein, on est passé d'une obligation de moyens ou d'une intention de moyens à une intention beaucoup plus personnalisée. Ce que j'appelais l'intention de moyens, c'est qu'on a considéré dans beaucoup d'entreprises pendant des années qu'il suffisait de mettre à disposition une salle de sport, un coach qui allait venir de temps en temps, on faisait très attention à la restauration, etc., etc. Et tout ça suffisait finalement à ce que tout le monde se sente bien. La période dont on sort a été extrêmement massacrante parce que elle a finalement amené l'univers du travail à la maison. Et personnellement, je pense que c'est d'une grande violence. Je suis moi-même fils de petits commerçants, donc dans lesquels, en fait, on faisait les comptes à la maison, et on faisait la comptabilité tous les jours le soir, et puis après on assurait les tâches familiales, et puis on recommençait le week-end, et puis on faisait la balance en fin de mois, et puis machin, etc. Et tout ça, en fait, je le voyais très bien. C'était ma mère qui était concernée par ça, pas mon père, qui avait un autre job. Et en fait, mon père ne supportait pas que le travail accapare autant ma mère dans sa journée normale et en plus à la maison. Et là, c'est ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, c'est venu comme un flux. Et en plus, je pense qu'à tort, beaucoup l'ont pris comme un vrai bonheur. Parce qu'effectivement, ça peut être aussi perçu, il y a eu des côtés très positifs. Mais c'est quand même violent, à mon avis. Donc, on sort de cette période. Donc, on était avant des obligations de moyens. Je pense que maintenant, quand je dis une dimension d'écoute différente, parce que finalement, ce mal-être que l'on peut ressentir n'est pas simplement dû au travail. Il est dû à l'arrivée du travail dans la sphère privée, à d'autres choses qui se sont aussi passées dans la sphère privée. N'oublions pas que beaucoup de familles ont connu le Covid, un certain nombre ont connu des décès. Il y a eu quand même un certain nombre de complexités qui ont été liées à ça. Les enfants à la maison ont eu des échecs scolaires, il y en a énormément aujourd'hui. Donc tout ça, ça a été compliqué à vivre. Et donc, comment est-ce qu'on peut le mieux accompagner? Je pense que c'est avec une grande dimension d'écoute, un peu multidimension. Nous, on insiste beaucoup pour que les managers soient beaucoup plus à l'écoute des situations qu'ils ne pouvaient l'être auparavant. On a le rôle des assistantes sociales. Donc, on a des assistantes sociales dans l'entreprise dont l'objectif est d'être à la disposition de façon complètement secrète, complètement confidentielle des collaborateurs pour les accompagner quand ça va pas bien. La médecine du travail, qui a joué un rôle considérable, parce que d'abord elle nous a aidés à prendre les bonnes mesures de protection pendant la pandémie, et puis maintenant elle nous aide aussi dans cette dimension d'écoute. Et puis quand on a fait toute cette somme d'écoute, j'allais dire, j'ai oublié de parler des organisations syndicales, mais qui sont aussi très importantes, parce que ce sont des lanceurs d'alerte, et donc ils nous permettent d'arriver sur des situations individuelles ou collectives, et souvent accompagnent aussi l'employeur dans la résolution des problèmes qui peuvent se poser. Je crois qu'il faut en permanence en fait activer ces 4 dimensions de l'écoute pour apporter des situations individuelles aux personnes. Et considérer que probablement ce que l'on a inventé post-pandémie, qui est notamment le partage entre le télétravail et le travail au bureau, n'est pas encore stable. Et même ça, on n'en voit pas encore les effets. Et je pense qu'il y aura également des effets de ça. C'est-à-dire que alors, des entreprises qui sont plus avancées là-dedans commencent à le voir. Il y a une forme de désocialisation. Le travail est aussi un outil de socialisation très important. Et je pense qu'on devra aussi se pencher sur ces effets-là. C'est-à-dire, on a trouvé des solutions, on a apporté des réponses, peut-être un peu rapides, parce qu'on est passé de rien à tout, en ce qui concerne le télétravail, puis on est repassé à la moitié du tout, je vais dire, ou un peu moins de la moitié, 2 jours par semaine chez Pierre Fabre, par exemple. Mais qu'est-ce que ça va donner? Et puis, je rajoute aussi une autre dimension qui m'est chère, c'est que dans une entreprise, je prends la nôtre, quand on a 40% d'emplois qui sont des emplois dans l'industrie ou dans la logistique, donc qui sont non télétravaillables, le maintien du corps social, ça nécessite à un moment qu'on trouve des règles à peu près égalitaires pour tout le monde. Et aujourd'hui, en fait, par cette inégalité, j'allais dire, par rapport au télétravail, on est confronté à notre sujet. Hyper intéressant. Il y a aussi un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, c'est le lieu de travail. Vous avez modifié complètement le siège. Alors déjà, le siège qui est assez étonnant pour une entreprise de cette taille-là, il n'est pas à Paris.
est en province, oui. Et en province, enfin, en France, en tout cas, c'est quand même très particulier. C'est pas du tout le cas, par exemple, en Allemagne, c'est assez commun, etc. Mais en France, on est quand même dans un réseau extrêmement étoilé sur Paris. Et puis, vous avez beaucoup travaillé sur la partie extérieure des bureaux, si je ne me trompe pas. Alors l'extérieur et l'intérieur, on a essayé progressivement de rénover en fait l'ensemble de nos sites, en laissant une certaine flexibilité d'ailleurs aux responsables de sites. Hein, je pense en particulier aux filiales. Donc on est parti le principe de base, c'était l'open space, et beaucoup de lumière naturelle et de l'ouverture. Voilà. Donc c'est des bureaux allégés, je dirais, pour essayer que les choses respirent, parce que quand l'individu respire dans son environnement, on est tenté de croire qu'il va également respirer dans sa tête et donc être capable d'une meilleure réflexion et de plus d'énergie. Donc c'est ça l'idée de base, et on a hérité de la part de Monsieur Fabre du fait d'avoir des sites qui sont dans des environnements très préservés, donc une belle nature, avec des arbres, avec de l'herbe, et ça nous essayons aussi de le respecter. On travaille actuellement sur un nouveau siège pour l'activité du médicament et pour le siège du groupe, donc qui sont à Castres. Et par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que c'est la seule entreprise qui ait son siège dans une ville de 40 000 habitants, hein, donc enfin, c'est une entreprise de cette taille, donc à Castres. Et ce nouveau siège, qui est en face à un ancien lieu historique de Castres, qui était une chartreuse, donc des bâtiments conventuels qui ont été détruits à la Révolution, mais dont il persiste encore le mur d'enceinte. En fait, on va l'inclure dans un jardin qui rappellera les jardins des chartreuses et des chartreux et les jardins des abbayes, parce que ça participe aussi du bien-être, de la méditation, etc. Donc souvent, quand on vient sur le site Pierre Fabre, on dit « Ah, c'est très très beau, effectivement, il y a une nature très préservée, ça sent bon. » Et c'est agréable. Ouais. C'est agréable. On parlait tout à l'heure de l'expérience pour devenir un bon manager ou un bon leader de boîte. C'est quoi, toi, ton expérience? Comment t'as progressé? Comment ton rapport au pouvoir a évolué à travers ces expériences? J'ai eu une grande chance, c'est que j'ai eu la chance de faire du management dès le début de ma vie professionnelle, donc à 22 ans. Donc sorti de mon service militaire et à mon premier job. Je dis que c'est une grande chance que je n'ai pas d'ailleurs réalisée tout de suite. Et même si c'était des petites équipes qui ont grossi, qui ont dû passer, si je me souviens bien, de 3 personnes à 10 personnes dans les 5 premières années. Mais ça apprend finalement le rapport à l'autre. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, en fait, quand je parle notamment avec des jeunes de l'entreprise qui sont des talents, donc qui sont amenés à grandir, hein, ce qu'on leur souhaite, que ce soit chez nous ou ailleurs, d'accord, mais on leur souhaite à titre individuel de grandir. Et en fait, il faut assumer la partie humaine du management. Le management, c'est avant que de savoir diriger des équipes, exprimer une vision, ce que je disais tout à l'heure, c'est écouter et prendre en compte l'autre individu. On n'est pas des robots au travail. Nous arrivons tous avec notre propre histoire. C'est pas forcément une histoire dramatique, mais on arrive tous avec notre propre histoire. Et en fait, il faut en tenir compte. Et moi, je crois beaucoup aussi à la diversité dans l'entreprise, parce que la diversité, c'est justement avoir des gens dont l'histoire est diverse, dont passé, la vie est diverse, et donc qui vont chacun apporter une dimension différente. C'est vrai que nous, on travaille beaucoup dans des métiers de création. Je considère que marketing, c'est de la création, la production, c'est de la création chez nous, donc on est dans des métiers de création. Donc les métiers de création requiert cette liberté d'esprit, cette ouverture d'esprit. Mais je pense que c'est important dans beaucoup d'autres entreprises d'être capable en fait de constituer des équipes assez diverses et d'écouter. Donc la dimension d'écoute, je pense, est très importante. Et après, il faut le faire par paliers. Je pense qu'il y a des paliers un peu comme pour les gens qui plongent. Il y a des paliers de décompression, de compression, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des paliers qui permettent d'être un peu plus rassurés. Et l'accompagnement des ressources humaines est très important. Et quand on le peut aussi, l'accompagnement d'un mentor qui va permettre en fait d'avoir un regard un peu extérieur à l'équipe pour savoir si on fait bien ou pas. Je crois que le coaching, qui est aussi de plus en plus développé dans les entreprises, donc avec l'utilisation de personnes externes à l'entreprise, est très important parce qu'il amène un regard externe qui va être pas froid, mais en tout cas pas complètement impliqué, donc moins partial d'une certaine façon. Et donc c'est très important aussi parce que ça permet de prendre le recul en fait qui est nécessaire au management. Le management, c'est beaucoup de situations complexes à gérer. C'est vrai que
et notamment après ces périodes de pandémie, beaucoup de gens ramènent leur vie au bureau, hein, si je peux me permettre de le dire comme ça. Bien sûr. Et quelquefois, ça peut être, pour beaucoup de jeunes en particulier, ça peut être violent, parce que c'est une partie qu'ils ne connaissent pas forcément, parce que c'est la vie qui nous l'apprend, en fait. C'est les années de pratique qui nous l'apprennent. Donc, Et tu parlais de coaching. Est-ce que toi... Parce qu'en fait, aux États-Unis, c'est assez courant que des patrons se fassent coacher. En fait, ils ont une tonne de coachs sur plein de sujets, ce qui n'est pas exactement dans la culture française où, encore une fois, le patron, il est censé tout savoir, ce qui est complètement illusoire, mais et ça lui met aussi une petite pression individuelle. Est-ce que toi, tu as des personnes sur lesquelles tu t'appuies comme ça, qui sont à l'extérieur de l'entreprise ? Oui, tout à fait. Parce que, en fait, je pense qu'il faut qu'on soit capable. Alors, il y a deux sphères, peut-être. Il y a une sphère personnelle. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir pas mal d'amis et qui ont tous des positions très différentes. Donc, qui en fait, certains qui vont être hauts fonctionnaires, d'autres qui vont travailler dans des organisations professionnelles, donc qui vont être militaires, d'autres qui vont être kinés, médecins, enfin bon, des dimensions différentes et qui en fait vont m'apporter un regard et avec qui je peux me permettre d'exposer certaines situations de façon complètement confidentielle et qui vont me donner un avis. Voilà. Donc ça, c'est la dimension que j'appelle personnelle. Dans la dimension professionnelle, je pense qu'il faut qu'on soit capable d'apporter ça aux collaborateurs que l'on voit dans une position managériale. Et on peut le faire de deux façons. D'abord, aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui existent, qui regroupent, par exemple, les RH, les financiers. Et moi, je vois que les gens qui sont dans un certain nombre de fonctions me rapportent souvent, ils me disent, bah, tiens, j'ai participé à un groupe de travail. Je pense par exemple à quelqu'un qui travaille dans l'IT, enfin, au directeur de l'IT chez nous. Il revient souvent en me disant, bah, tiens, j'ai eu le dîner auquel je participe régulièrement avec telle et telle personne. Ils ont parlé de telle dimension. J'ai pensé que nous, on aurait pu, etc. Donc il y a ça. Je pense dans les RH, ça existe aussi beaucoup. Cette dimension est très très importante parce qu'en fait, elle permet donc qu'elle soit faite par des coachs professionnels ou avec des pairs finalement. L'échange avec les pairs, de même que dans l'entreprise, je trouve que c'est insuffisamment développé. C'est-à-dire que souvent, par décence ou par excès de décence ou par excès de confidentialité, on va refuser de se confier à quelqu'un d'autre. Et en fait, je pense que c'est très important de pouvoir échanger, avoir tout le temps des gens avec qui on puisse échanger en toute confidentialité, comme un donnant-donnant, hein, un échange, un troc. Hein. J'aime bien ce mot de troc, c'est un troc. Mais finalement, ça permet d'avoir un regard un peu décalé et c'est pas à 100% un bon conseil. Mais en tout cas, c'est un éclairage différent et ça peut aider. C'est aussi une forme de coaching. Tu parlais tout à l'heure du service militaire et de tes amis qui sont dans l'armée. Je sais que tu as un rapport, enfin, tu as une réflexion en tout cas autour du leadership et de l'armée. J'aimerais bien que tu l'exposes, même si tu me disais qu'il y a des gens qui trouvent ça étrange. Oui, parfois, moi je trouve ça hyper intéressant. Parfois on trouve dans la vie civile faire référence à l'armée, c'est étrange. Mais moi, il y a deux dimensions que j'aime bien en fait, que je trouve intéressantes dans le management et le leadership militaire. La première dimension, c'est que parce que le rapport est beaucoup plus violent qu'il ne l'est dans la vie civile, parce que quand je vais conduire des gens au combat, eh bien, il peut y avoir la mort au bout du chemin. Hein. Malheureusement, les Français sont bien, j'allais dire, conscients de ça. Hein. Nos forces militaires agissent sur beaucoup de théâtres extérieurs. Et donc, ça entraîne un rapport humain qui est très différent. C'est-à-dire que la décision que je peux prendre peut entraîner la mort de quelqu'un, ce qui est quand même la chose la pire de la vie. Bon, donc c'est cette force, enfin ou cette tension, j'ai cherché le mot, cette tension en fait, je pense, amène des rapports différents et donc qui conduit à deux principes, ce que je disais, hein, qui me semblent très intéressants. Le premier, c'est la délégation, parce que en fait, souvent, quand les gens n'ont pas fait leur service militaire ou connaissent pas un peu l'armée, peut-être ils pensent que tout remonte en haut et que tout descend en ordre. Mais non, parce que sur des théâtres d'opération, il y a une délégation qui est donnée à tous les niveaux, j'allais dire. Et chacun est responsable et de lui-même et des autres. Et cette responsabilité est super impactante. Donc, cette délégation crée une responsabilité forte, puisqu'en plus, on est dans un environnement qui, comme je le disais tout à l'heure, peut être dramatique. Bon. Et la deuxième dimension, c'est un principe militaire
qui veut que la fonction prime sur le grade. Donc, si je suis adjudant, tu es colonel, mais que dans la mission que nous conduisons, c'est moi l'expert, parce que je sais déminer un terrain que toi tu ne sais pas faire, eh bien il pourra arriver que tu sois placé temporairement sous mes ordres sans que quelqu'un soit venu nous le dire, mais ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Et donc, quand je vais te dire, mets pas ton pied là, ben, tu ne vas pas me dire, c'est pas parce que je suis colonel que je vais savoir où je mets mon pied, tu vas. Bon, je le schématise. Bien sûr, bien sûr. Pardon s'il y a des militaires qui écoutent, mais je trouve que c'est un bon principe, parce que la fonction prime sur le grade, ça veut dire aussi que quand on est dans une équipe, tout directeur général, tout membre du comité de direction, quoi que ce soit que nous soyons, nous n'avons pas forcément la réponse, la bonne réponse ou la réponse unique. Et les compétences. Et les compétences. Voilà. Et donc, c'est ce que j'essaie moi d'appliquer. Je pense souvent la fonction peut primer sur le grade, c'est-à-dire c'est pas parce que tu as les galons que c'est toi qui as raison. Et ce que tu disais dans le premier exemple que tu donnais, c'est une question d'autonomie. Comment en fait tu redonnes de l'autonomie au groupe, dans l'entreprise, sans que ça ait besoin de remonter comme ça de manière systématique jusque toi? C'est une traque quotidienne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des très mauvais réflexes. Alors, je pense qu'ils sont beaucoup dus à nos éducations. Pour avoir des enfants scolarisés encore, l'éducation est pour ça assez, dramatique, j'allais dire, dans le sens où il n'y a pas de délégation de responsabilité dans le système français. Et en gros, on le voit bien d'ailleurs, même si je peux me permettre de faire cette allusion, dans la nomination des enseignants par les directeurs d'établissement, même si ça va évoluer de ce que j'ai compris. En fait, il n'y a pas la possibilité que le directeur d'établissement choisisse ses enseignants. Et quand on se situe au niveau des élèves, il y a une extrême soumission des élèves aux enseignants. La discussion est quand même excessivement rare. C'est ce qui conduit d'ailleurs probablement à ce que quand elle advient, elle soit beaucoup plus violente qu'elle ne devrait l'être. Parce que finalement, ça exprime une espèce de cocotte minute qui bout. Donc on est tous héritiers de ce système-là, et je pense qu'on a beaucoup de mal à comprendre le système de l'autonomie. Pour autant, aujourd'hui, je trouve que pour diriger des entreprises, en fait, il faut qu'on soit capable de, en permanence, rappeler et faire en sorte que cette autonomie soit réelle. Mais je disais, c'est un combat quotidien parce que, en fait, on est toujours rappelé par le principe. Donc, comment on peut le faire? Je renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur cette écoute et sur ces moyens d'écoute, les entretiens biannuels, etc., etc. Parce que si on pose la question, si on s'en enquiert, j'allais dire à ce moment-là, on peut avoir un baromètre, de voir si effectivement c'est bien délégué. Je vais prendre un exemple qui est dans l'industrie. Un chef d'équipe qui est la nuit sur une chaîne de fabrication, il doit être autonome et responsable. S'il y a le moindre incident et qu'il doit référer au chef, non pas pour rapporter l'incident, mais j'allais dire pour solutionner l'incident, il y a de fortes chances que ça devienne extrêmement dramatique. Et je vais donner un exemple qui a touché Pierre Fabre. Nous avons été victimes d'une cyberattaque le 31 mars 2021. Et la cyberattaque, en tout cas le moment où les informaticiens se sont rendus compte de la cyberattaque, c'était aux environs de 5 heures du matin. Je me lève assez tôt, mais à l'occurrence, je n'étais pas levé. Et en fait, ils ont pris la décision eux-mêmes de couper les systèmes d'information de Pierre Fabre du reste du monde pour éviter une contamination, j'allais dire, de notre système. Ils m'en ont informé à peu près 1 heure après, mais heureusement qu'ils ont agi en responsabilité, parce que c'était la bonne décision. Et en fait, il faut qu'on soit capable d'assumer ça. On peut pas être en permanence sur toutes les balles, et notamment quand l'entreprise fait une certaine taille et présente à l'international, il faut qu'on assume cette réponse. Et ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure sur la façon de tester et d'apprendre, puisque en fait, dans ce cas-là, il faut aussi accepter que peut-être 1 fois sur 3 ou sur 2 ou je ne sais combien, la décision n'aura peut-être pas été la bonne, mais est-ce que ça entraîne la fin de la délégation et la fin de l'autonomie? Je ne crois pas. C'est quoi les décisions, ou c'est quoi les situations les plus compliquées, on va dire, quand on dirige un groupe de la taille de Pierre Fabre? C'est quoi les situations qui sont vraiment complexes? Alors la cyberattaque, ça doit en être un, typiquement, mais... La cyberattaque, c'en est un. Les confinements longs, ça en a été. Nos équipes, par exemple, en Chine, là, sont sorties
extrêmement épuisés de ce confinement qui a duré 6 semaines, mais qui était extrêmement strict, confinés dans les bureaux ou dans les appartements, toute la famille, et s'il y avait le moindre cas de Covid, amené de force vers des centres de soins. Bon, donc c'était quand même un peu compliqué à gérer. Il y a quand même toujours aussi dans l'entreprise des situations personnelles qui sont dures à vivre. Moi, j'avoue que certains décès ou certaines situations personnelles qui peuvent être vécues par des collaborateurs me marquent. Une entreprise, c'est un corps vivant. On essaie par exemple de faire des choses pour aider ce qu'on appelle les aidants, donc les personnes qui travaillent dans l'entreprise et qui vont se trouver à accompagner un conjoint, un parent qui est en difficulté de santé, et donc qui vont être aidants de cette personne. Donc on essaie de les accompagner pour en fait leur permettre d'avoir plus de temps pour s'en occuper. Donc il faut faire... Je crois qu'il y a un mélange de situations qui sont globales, la cyberattaque, ou les confinements, avec des situations individuelles, et il y a pas forcément de décision à prendre. La décision, ça peut être à un moment d'assumer une part de compassion ou d'empathie, mais il faut essayer de le faire aussi. En fait, quelle est la décision la plus difficile? Je pense que les décisions les plus difficiles, en tout cas dans une entreprise comme Pierre Fabre et sur nos métiers, c'est surtout des décisions qui touchent à la recherche et au développement, parce que nous sommes amenés à investir des capitaux, à prendre des décisions sur des développements cliniques qui sont hyper impactantes pour le futur de l'entreprise. Et alors, on a tous nos limites, c'est-à-dire que moi, n'étant pas scientifique, c'est peut-être là que je trouve ma limite, c'est-à-dire que c'est là où je vais avoir le plus de difficultés à prendre la décision, parce que de certaine façon, je dois rattraper une marche énorme en termes de connaissances. Alors même s'il y a beaucoup de gens pour m'aider et qui le font merveilleusement, mais en fait, c'est peut-être ça qui, en tout cas pour moi, va être le plus difficile. Une des questions qui me semble intéressante, parce que je ne crois pas du tout au self-made man, c'est les meilleurs conseils qu'on ait pu te donner en termes de leadership. Et associé à ça, parce qu'on en a discuté un tout petit peu avant, les lectures sur le leadership. Alors, je crois que le leadership, en fait, c'est pas inné. Il y a des gens qui ont du leadership plus jeune que d'autres. C'est pas inné. Je pense que c'est surtout dû. Alors, je pense au leadership positif, parce qu'il y a aussi peut-être du leadership négatif. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Voilà, on peut employer cette expression, mais je l'associe à une certaine violence, etc. Je parle d'un leadership qui va s'imposer par une reconnaissance, en fait, des autres. C'est-à-dire qu'ils vont estimer qu'effectivement cette personne est bien dans sa position de leader. Et ça, en fait, ça nécessite probablement une perméabilité humaine assez importante, donc qui naît beaucoup de l'expérience. C'est-à-dire, j'associe souvent d'ailleurs M. Fabre à cette dimension. Je pense qu'il avait, j'appellerais ça un sens animal, c'est peut-être un peu fort, mais de perception des autres. Donc, notamment quand il voyait arriver quelqu'un, il pouvait presque déterminer à sa démarche s'ils étaient compatibles ou pas. Bon, et donc il y a cette espèce de perception qui vient avec l'âge ou qui vient avec une hyper-ouverture et une hyper-sensibilité. C'est pour ça que pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment de livre ou il n'y a pas vraiment de conseils de leadership. Alors, il y a beaucoup de littérature, il y en a beaucoup. Mais en fait, plus que des livres sur le leadership, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de lire des livres sur la matière humaine, c'est-à-dire sur la psychologie, sur des choses de perméabilité, c'est-à-dire comment on s'ouvre à la perméabilité. Je pense aussi que c'est bien de le faire avec un recul historique. C'est-à-dire que je trouve que la façon dont les maîtres anciens, alors je vais citer Lao Tse, mais je vais citer aussi Saint-Augustin, en fait décrivent un certain nombre de comportements humains ou de matière humaine et de philosophie. En fait, c'est très important parce que ça nous donne une dimension différente de ce que l'on croit. C'est-à-dire, nous, on a tous nos certitudes ou nos convictions, et ça, c'est très ancré, je veux dire, dans la personne. Quand on lit ces auteurs-là, en fait, il y a une espèce d'universalisme, c'est-à-dire de dire, on peut voir les choses sous cet angle, on peut voir les choses sous cet angle, on peut voir les choses sous cet angle. Et ça, je trouve ça passionnant parce qu'en fait, ça nous donne une variété en fait de positions qui est assez intéressante. Les livres aussi qui, par exemple, décrivent des comportements sociaux
normaux ou anormaux. Je vais parler de Saint-Simon. Alors, il faut vouloir lire Saint-Simon, hein, mais lire Saint-Simon par chapitre comme ça de temps en temps, peut-être même lire qu'un chapitre par an, mais ça donne une façon de dépeindre les mœurs de la cour à Versailles et comment les uns et les autres se comportaient. Ça décrit un nombre de tempéraments humains énorme, comme peut le faire La Fontaine aussi. Et je pense que c'est tout ça, en fait, qui permet de donner des éclairages, qui donnent une ouverture après sur comment on va être perméable. Moi, je crois que cette dimension de perméabilité, c'est un peu une rigueur. C'est-à-dire qu'à un moment de nos journées ou à un moment de nos vies, on est fermé. On est fermé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on en a marre, parce qu'il y a un truc qui nous a contrariés. Et en fait, il faut se forcer à se réouvrir. Et moi, je le vis comme ça. Hein. Je me force à me réouvrir. J'ai souvent, dans mes journées, je reçois beaucoup de mauvaises nouvelles. Bon. Et en fait, ces mauvaises nouvelles peuvent me fermer immédiatement. Et en fait, je me force à me réouvrir dans les minutes qui suivent, parce que sinon, après... Est-ce que tu as une méthode pour faire ça? Non, je le mentalise, en fait. Je sens quand je me ferme. Et quelquefois, ça peut durer 1 heure, ça peut durer... Bon. Et en fait, après, je me dis, bon, stop maintenant, il faut repenser à autre chose, quoi. Donc, mais je le sens comme un clapet, quoi. Enfin, comme, tu montes en conscience, en fait. Oui, je monte en conscience. Ouais. Et donc, en fait, je crois que plus que des bouquins de leadership, après, je vais en citer, non pas un bouquin de leadership, je vais citer un livre qui s'appelle Ascension, et qui est un livre qui a été écrit par l'ancien PDG de Nestlé, donc qui s'appelle Peter Barbecue-Lermat, qui est assez connu, hein, et j'aime bien ce livre parce que il montre quelles sont les décisions qu'il a pu prendre, dans quel contexte il les a prises, et parfois comment le corps social de l'entreprise a réagi face à ces décisions et ce qu'il a dû faire lui-même. Donc c'est en cela un bouquin de leadership, parce que il donne la façon de lancer et de reprendre, de lancer, de reprendre, et puis de faire progresser globalement. Après, moi, je crois beaucoup plus, en fait, à la philosophie, ou au fait de s'ouvrir par l'écoute de podcasts, et en essayant d'avoir des éclairages différents. Et puis, peut-être que la meilleure leçon du leadership, c'est la conversation. Tu aimes bien ce mot, mais c'est la conversation qu'on peut avoir avec les autres, parce que c'est là où on va apprendre des chemins de vie. Et on a parlé au tout début du fait que Pierre Fabre dépendait d'une fondation, et on a touché, mais très rapidement, le bio. J'aimerais bien qu'on parle, parce qu'en fait, c'est une des grosses transitions que doivent faire les entreprises, c'est devenir beaucoup plus écologique et en réalité régénératif. On parle beaucoup de business régénératif aujourd'hui. Quelle forme ça prend pour le groupe Pierre Fabre? Alors, nous, ce que l'on a estimé, c'est qu'en fait, il fallait avoir une feuille de route extrêmement précise. C'est-à-dire que cette matière-là, je pense il y a 2 dimensions qu'il faut éviter. Il y a la dimension qui est, on le fait pour les consommateurs, parce que je crois que ça a longtemps été, en fait, la dimension dans laquelle sont situées les entreprises. Bien sûr qu'on le fait aussi pour le consommateur, mais on le fait surtout pour la pérennité de l'entreprise. Et ça met beaucoup plus, là aussi, les choses en tension. Et puis la deuxième dimension, c'est la dimension philosophique, pardon de le dire comme ça, mais parce que je pense que c'est pas un problème de philosophie, c'est pas de savoir si on est pour ou contre le changement climatique, ou si, c'est hyper technique. Et comme c'est hyper technique, il faut y aller avec des hyper techniciens, et il faut y aller, je vais citer 2 exemples, mais il faut y aller avec des sachants qui nous aident vraiment à voir les jalons, les étapes, et après je vais te dire comment on le fait chez Pierre Fabre. Donc nous, par exemple, dans les sachants que l'on a eus, je peux citer EcoCert ou je peux citer AFNOR, qui nous ont en fait certifiés sur l'exemplarité de notre démarche de RSE à différentes époques, et qui en fait, en nous certifiant, nous ont donné un chemin en fait de progrès. Puis je peux citer 2 entreprises qui sont plus techniques et qui elles nous accompagnent en fait pour de points précis. Carbone 4 pour en fait réduire notre impact carbone, et Innovaya par exemple pour réduire notre consommation en eau. Bon. 2 entreprises de dimensions très différentes, hein, puisque Carbone 4 est quand même très établi maintenant, Innovaya est une start-up qui vient de faire une levée de fonds là récemment, mais je veux dire, c'est des sachants qui nous accompagnent dans une partie de la démarche. Et après je dis très technique parce qu'en fait on s'est fixé des jalons très précis, qui est par exemple de réduire de 25% de consommation d'eau, de réduire de 30% nos déchets, de réduire de 30% notre production de CO2, etc., etc. Tout ça,
en fait, ça se décline après en sous-objectifs qui sont par exemple de ne plus avoir que des packaging qui soient recyclés et recyclables, que de ne plus extraire par exemple nos actifs naturels avec certains produits chimiques, mais d'utiliser un procédé d'extrusion pour lequel on a déposé des brevets, etc., etc. Et donc en fait tu déclines la démarche et puis après tu la suis, et ce qui est mieux, c'est de se faire accompagner. Alors j'ai cité les organismes de certification. Je peux aussi citer les contreparties. Donc nous, on produit annuellement un rapport intégré qui est révisé par des contreparties, associations de patients, pharmaciens, enfin des contreparties qui nous jugent d'une certaine façon. Et ça, c'est très très important. Et puis d'autres corps de métier auxquels on pense peut-être quelques fois moins, comme par exemple les experts comptables, et les commissaires aux comptes, parce que eh bien, nous ne sommes pas une société cotée, donc en termes d'obligation de publication, on n'est pas soumis forcément au même que les sociétés cotées, mais ça n'empêche pas de demander à nos commissaires aux comptes de nous suivre comme une société cotée, donc de regarder que ce que l'on dit en termes de réduction d'impact carbone, etc., c'est la réalité. Et donc de contrôler la façon dont on calcule, la façon dont on le monitore chaque année, et est-ce qu'on atteint ou pas nos objectifs. Donc je pense que comme ça, on se met sur une feuille de route. Ouais. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant justement ce que tu disais sur le fait de suivre un processus, parce que c'est la seule manière, parce qu'effectivement c'est très technique, c'est pas du marketing, c'est pas de la com, surtout pas. Il y a une question que je me pose, enfin j'ai plutôt une conviction que j'ai, c'est pas vraiment une question que je me pose. Au tout début du digital, quand le digital est arrivé il y a 20 ans, 15 ans, dans les entreprises, on l'a pris un petit peu par le petit bout de la lorgnette. Et puis on l'a fait monter au fur et à mesure dans les strates pour finalement se rendre compte qu'il était central et qu'on ne pouvait pas vraiment diriger une boîte si on ne comprenait pas le digital. Et j'ai la sensation que la RSE, c'est exactement le même chemin, c'est-à-dire à la base c'est une petite direction entre guillemets, mais qu'en fait en réalité ça remonte au comité de direction de plus en plus, et que si on ne comprend pas la RSE, qui devrait même plus être un département en réalité, parce que ça va devenir la stratégie de l'entreprise. Est-ce que tu as aussi cette sensation-là, ou c'est-à-dire que ça doit remonter en fait et devenir la stratégie de l'entreprise? Il n'y a pas une direction des RSE? Disons que toute décision peut être aujourd'hui appréciée en fonction de son impact RSE. Et c'est ça qui, je pense, change un peu dans la conscience des entreprises. C'est-à-dire que c'est plus un département à part, c'est un département central. D'ailleurs, quand on commence à calculer, ce qui est extrêmement complexe, c'est pour ça que je disais, heureusement qu'on a des belles entreprises pour nous aider à faire ça, parce que c'est extrêmement complexe. Mais quand on commence à calculer, tu te rends compte que, par exemple, pour un Pierre Fabre, quand on prend les scopes 1 à 3, nous, en fait, notre production de CO2, on l'a fait plutôt sur le scope 3. Le scope transport, c'est très faible chez nous, c'est 14%. Donc, en fait, quelquefois, on nous pose la question, mais vous exportez 70%, est-ce que c'est ça qui est... Non, c'est pas vraiment ça le problème. C'est plutôt formule, packaging, mode de fabrication. Donc, quand tu dis formule, packaging, mode de fabrication, tu impactes la recherche et développement sur les formules, tu impactes le service packaging et tous nos fournisseurs, j'allais dire, sur le second volet, et sur le troisième volet, tu impactes tout l'appareil de production, qui est quand même complexe. Le digital, je les lis tous les deux, parce que le digital est central, puisque sans le digital, on ne peut pas calculer tout ça. Donc on ne peut pas calculer le temps de transport de la matière, on ne peut pas calculer son impact carbone, etc. Donc le digital est un outil indispensable de la RSE. Après, je pense que le digital posera un autre problème, c'est qu'il a lui-même un impact RSE. Bon, le débat sur les bitcoins est aujourd'hui bien présent, mais il y en a d'autres, et que ça, aujourd'hui, c'est encore pas complètement appréhendé. Je pense que le développement du e-commerce questionnera aussi ça, cet impact RSE. Et puis, il y a, enfin, en ce qui vous concerne en particulier sur la dermocosmétique, il y a l'impact que les consommateurs, eux, ont eux-mêmes. Et il me semble, en tout cas, on a eu cette discussion il y a un petit moment, que vous... Parce qu'en fait, quand on utilise des produits dermocosmétiques, en l'occurrence, souvent on prend une douche, on utilise de l'eau, et vous accompagnez aussi des startups pour réduire cette consommation d'eau. Parce qu'en fait, finalement, l'un des plus gros impacts que vous avez, c'est l'impact que les consommateurs, ont eux-mêmes, en utilisant vos produits quelque part. Alors, d'une certaine façon, oui. Alors, je pense qu'on peut progresser en commun, en fait, avec les consommateurs. Alors, par exemple, si on est dans la cosmétique, ce qui aide à progresser en commun, c'est la cosmétique sèche. Donc, aujourd'hui, on fait des shampoings en barre, donc en savon, on fait des shampoings en poudre. Donc, ces shampoings, ils ont un avantage, ils évitent de transporter de l'eau pour rien. Et l'autre, c'est que quand j'utilise mon sachet, par exemple, sous ma douche,
un sachet par shampoing, mais en fait, je suis beaucoup plus précautionneux. Mon sachet, par définition, il est recyclable. Donc, en fait, je n'ai rien qui reste, si j'ose dire, de cette utilisation. J'ai utilisé très peu de poudre. J'ai souvent utilisé moins d'eau, d'ailleurs, aussi, parce qu'en fait, je considère que j'ai moins de temps, parce que le produit est moins, agréable, peut-être, enfin, dans sa galénique. Hein. Il est tout autant dans ses sensations et surtout dans son effet. Mais bon, voilà, c'est des changements d'habitude, en fait. Donc, il y a cette dimension, en fait, qui est importante, qui est de la responsabilité de l'entreprise. Après, par rapport à ta question, je pense qu'il faut que, entre guillemets, chacun prenne ses responsabilités, ou que plus exactement, chacun situe sa responsabilité là où il le faut. Et là, il y a un débat qui nous oppose, Pierre Fabre, à une théorie qui est l'analyse du cycle de vie du produit. Alors, je vais me permettre d'être un tout petit peu technique. L'analyse du cycle de vie du produit, elle prend en compte toute la dimension du produit, depuis sa production jusqu'à la fin de son utilisation. Si je reprends l'exemple de mon shampoing, il est fort possible que nous n'utilisions pas ou d'un savon ou comment on appelle ça, un gel douche. Quand on prend notre douche, peut-être que toi, tu prends ta douche avec 5 litres, et moi, peut-être que je prends ma douche avec 12 litres. Forcément, l'impact du produit dilué dans 5 litres ou dilué dans 12 litres, c'est pas du tout le même. Donc, en tant que fabricant, inclure cette phase dans le cycle, l'analyse de mon impact environnemental, c'est un peu faux, puisque je vais avoir intérêt à prendre ton usage, l'usage à 12 litres, plutôt que l'usage à 5 litres. Bon. Plutôt 60 que... Pardon. C'est plutôt 60 que 5. T'es beaucoup plus grand. Donc l'usage à 60. Mais tu vois, et donc c'est faux, parce qu'en fait, ma responsabilité en tant que fabricant, elle s'arrête à ta salle de bain. Bon. Et ta responsabilité en tant que consommateur, elle commence dans la salle de bain. Bon. Et en fait, en faisant ça, en diluant, hein, je reprends cette image avec le gel douche, en diluant, finalement, je ne vais pas complètement analyser ma propre phase, puisque je vais diluer l'impact de ma propre phase. Et nous, on a créé un outil qui s'appelle le Green Impact Index, qu'on n'a pas créé seul, qu'on a créé avec AFNOR Certification. Et ce Green Impact Index mesure l'impact environnemental et sociétal de tous nos produits, 2700 références. Il est disponible sur tous les sites de marque Pierre Fabre, donc tous les consommateurs y ont accès, mais il tient compte que de cette phase-là. 20 critères, 16 critères environnementaux et après des critères sociétaux, et qui en fait permettent véritablement de voir cet impact, mais dans la phase dont nous sommes responsables. Voilà. Donc le consommateur, après, ce qu'il faut que nous on fasse, c'est qu'on lui apporte soit des produits, comme je l'ai dit, qui sont plus vertueux parce que produits solides, par exemple, si je prends la cosmétique, soit des produits qui sont déjà en plastique recyclé, recyclable, soit des produits que l'on ne va plus mettre, en plus du plastique, dans une boîte en carton, pour éviter aussi l'impact. Et ça va aider le consommateur à avoir lui-même un impact plus faible, j'allais dire. Et quelquefois aussi, j'allais dire, à prendre une meilleure utilisation. Tu citais ce qu'on peut faire avec les entreprises qui peuvent nous accompagner sur l'impact en eau. Je parlais d'Innovaya tout à l'heure. Tu faisais peut-être allusion à Ilia, qui est une start-up qu'on a accompagnée pendant quelques mois, et qui, elle, en fait, permet d'installer des capteurs sur les douches, qui permet notamment aux gens qui prennent leur douche de se rendre compte de la consommation d'eau qu'ils génèrent, les fameux 60 litres. Donc, en fait, et de prendre une conscience, et on peut avoir comme objectif, chacun, de se dire, c'était 60 lundi, essayons de faire en sorte que mercredi, ça ne soit plus que 55. Voilà. Ça peut même être un jeu dans une famille. Hein. Ça peut même être un jeu dans une famille, ouais. Mais c'est vrai que ça a été prouvé que quand tu vois la consommation d'eau, tu la réduis automatiquement. Ouais. C'est aussi parce que c'est effrayant de penser que 60 litres, parce qu'on les voit physiquement, je veux dire, on les porte physiquement. C'est exactement ça. C'était hyper intéressant, Eric. Merci beaucoup. Merci. Je pense que ça va vraiment passionner tous les gens qui nous écoutent. Merci de ton invitation. Merci.